nombre de personnes s'accordent sur le fait que la polygamie a plus d'impact négatif sur la société en général et en particulier sur les familles. Nous voudrions mieux connaître et mieux comprendre cette problématique et c'est pour cela que nous avons invité ce soir sur notre plateau de Boulevard des Femmes une socio-anthropologue passionnée des questions genre, éducation et société. Mesdames, Messieurs, fidèles amis de Boulevard des Femmes, bonsoir. Merci de recevoir avec nous notre invité fil rouge. Sabine Chokomi Tonga Kouagou est née le 9 août 1974 à Natitengu dans le département de la Tagora d'une mère aide-soignante et d'un père instituteur. En raison de la crise socio-économique et politique qu'a connue le Bénin dans les années 90, elle fut contrainte à 14 ans à poursuivre ses études au Togo où, après 3 ans d'études, elle obtient son BEPC au collège protestant de Palimé. Le calme socio-politique au Bénin lui valut le retour à Natitengu, sa ville natale. Elle y poursuit ses études secondaires jusqu'à l'obtention de son bac série A2 en 1995. Régulièrement major de sa classe, Sabine fut lauréate, premier prix du niveau secondaire du concours national, écrire un conte à la manière de Jean de La Fontaine, avec le conte titré Le mariage du prince. Sur conseil du professeur Emmanuel Koutré-Tiando, elle s'inscrit en sociologie-anthropologie à l'Université nationale du Bénin, actuelle UAC, et en sortit avec une maîtrise en socio-anthropologie en 2001. Éprise par les questions de justice sociale et de genre, avec une vie professionnelle et une vie familiale chargée, elle s'inscrit en 2006 à la chaire UNESCO des droits de l'homme et de la personne à l'UAC pour un DEA qu'elle obtient en 2009. Elle s'inscrit ensuite en thèse en 2012 et obtient un doctorat en décembre 2015. Sabine Chokomi Tonga Kouagou n'a jamais connu le chômage. Avant même sa maîtrise, elle a été recrutée au CIPCRE comme coordonnatrice de la cellule de promotion féminine en juillet 1999 avec pour mission de sensibiliser les partenaires de l'ONG au respect des exigences du genre, notamment la justice, l'égalité, la complémentarité, l'équité. Un contexte de travail qui lui a permis de développer des compétences théoriques et pratiques dépassant le cadre de l'ONG. Elle fut par ailleurs une courte expérience comme assistante du médiateur de la République avant d'être recrutée dans un projet financé par le PNUD dans le Borgo comme experte sociologue chargée du genre et comme spécialiste en développement social au PROCAD. Depuis 2021, elle est assistante à l'Université de Parakou à la FLASH du département de sociologie-anthropologie. Ses centres d'intérêt sont le genre, le social et la famille. Auteure de 15 articles, elle a participé à 13 rencontres nationales. Elle est auteure d'un ouvrage bibliographique sur son père en hommage à ce dernier, ouvrage titré Sur les chemins de mon père, mis sur le marché le vendredi 23 février 2024 à Natitengu. Sabine Chokomi Tonga Kouagou est mariée et mère de 3 enfants. On parle de polygamie et je sais que chacun de vous a son avis sur la question. Est-ce que vous avez remarqué avec moi l'allure de Fufamé aujourd'hui? Oh là là, l'affaire est sérieuse donc, je suis très sérieuse aujourd'hui. Ah ouais. Ouais, le noir et le gros boubou le disent fièrement. Exactement. Ben, Saint-Tiche, par contre, elle est restée dans sa ligne toujours fine. Exactement. Bonsoir Ghislaine, bonsoir Fufamé, bonsoir à notre invité. Bonsoir Saint-Tiche. Et notre invité, vous l'avez bien sûr constaté déjà, puisqu'on l'a présenté tout à l'heure, vous l'avez accueilli avec nous. Madame Tonga Kouagou. C'est ça. Bienvenue à vous sur Boulevard des Femmes. Merci et merci de m'avoir invité. Et quels sont vos sentiments aujourd'hui d'être entourée et que de jeunes sort, hein? Ah, ça fait un plaisir. C'est rare de plus en plus de voir des femmes comme ça débattre d'un sujet qui concerne et les femmes et les hommes sans les hommes. Et ça, c'est la magie de Boulevard des Femmes. Il y a de ces sujets vraiment sensibles que la société n'aime souvent pas aborder. En tant que sociologue, dites-nous, pourquoi est-ce que parler de la polygamie et de tous ces autres sujets qui touchent intrinsèquement à l'intimité de la famille africaine, les gens n'aiment pas qu'on en parle?
Ok, merci Madame la journaliste. Je crois que ce dont nous parlons, c'est la polygynie. On ne parle pas de polygamie. Parce que si on parle de la polygamie, c'est la faculté donnée et aux hommes et aux femmes d'avoir au moins 2 partenaires connus. Donc nous parlons de la polygynie où, en tout cas si je comprends bien, où c'est l'acceptation sociale, l'acceptation légale accordée à un homme d'avoir au moins 2 partenaires. C'est bien sûr ça. Donc on parle beaucoup plus de polygynie. Mais quand il s'agit de l'homme. On peut toujours glisser dans le sentier de la polygamie. En tout cas, si vous on dit voulez... les hommes naissent libres et égaux devant la loi. Donc si l'homme peut se prendre 2, 3 femmes, peut-être que la femme... Mais il faut contextualiser. Il faut contextualiser. Oui. C'est vrai qu'il y a quelques rares pays où il est accepté que les femmes puissent avoir plus d'un partenaire. Mais voilà ce que je dis. Mais dans la plupart des pays, c'est de la polygynie qu'il s'agit. Je pense qu'au Bénin, le régime qui est reconnu, c'est le régime monogamique, où l'homme et la femme ont tous droit à un partenaire, à un époux, à une épouse. Mais ça, c'est ce que dit la loi. Mais que disent les faits? Que disent les faits? Là est la question. Là est la question parce que dans les faits, même si monsieur a une femme qui l'a conduite, ou bien même si monsieur et madame sont allés devant le maire ou qui sont allés à l'église, à un moment donné, par le fait de certaines circonstances personnelles ou sociales, il se fait que des hommes puissent aller à la polygynie. Le plus souvent caché, c'est-à-dire qu'il y a le couple connu, tout beau, qu'on envie, on les cite en exemple, mais dans les coulisses, il y a un autre foyer qui est là. Est-ce que vous pensez que la polygynie devrait être considérée comme étant légitime, pour ne pas dire légale? Légitime, légal, ça fait 2 mots qui en droit sont différents. Exactement. Légal, ça veut dire reconnu par la loi. C'est ça. Et de ce côté, au Bénin, la polygynie n'est pas légale. Légitime, légitimée par les faits, par les acteurs sociaux qui pratiquent la polygynie. La question de légitimité va donc faire appel et aux hommes et aux femmes qui acceptent de faire naître la polygynie et de faire pratiquer la polygynie. Et quand je considère la conscience sociale africaine béninoise, je pense que la polygynie est légitimée par les faits. Nous sommes ici toutes des femmes. Oui. On ne voudrait peut-être pas que monsieur ait un 2e foyer. Quand nous sommes femmes épouses, on ne veut pas. Mais quand nous devenons belles-sœurs, quelle est notre position? Avez-vous le courage de dire à votre frère, c'est pas normal, ou êtes-vous celles qui vont ouvrir les bras? C'est vrai qu'il y a des exceptions, mais les belles-sœurs généralement couvrent ces forfaits-là de leurs frères. Donc légitime l'acte. Pour soutenir son frère, pour ne pas créer une scission au sein de la famille. D'accord, ça c'est niveau belle-sœur, belle-mère, n'est-ce pas? Chacun est dans sa position. Oui. Nous les épouses, on n'en veut pas. Non, quand on est dans la peau de l'épouse, on n'en veut pas. Quand on est dans la peau de la belle-mère ou de la belle-sœur, on le veut. Donc, par nos actes, nous légitimons la polygynie. On a parlé de polygamie parce que communément, nous appelons le fait polygamie. C'est vrai. Donc, on a essayé de recueillir l'avis un peu du public. C'est un micro-trottoir que nous avons réalisé pour savoir on est pour ou contre la polygamie. Je suis contre la polygamie parce que je n'ai pas eu ce modèle dans mon entourage. La polygamie a montré ses avantages et ses inconvénients. Les hommes promeuvent la polygamie parce qu'il y a plus de femmes, mais ça ne veut pas dire que c'est forcément une bonne chose parce que il y a une concurrence qui s'installe entre les femmes et leur progéniture. Et si on n'instaure pas un climat de cohérence, de cohésion au sein de cette famille-là, malgré qu'on soit du même père,
ces enfants, ces femmes-là peuvent s'entretuer facilement et ce n'est pas bien pour notre société. La polygamie aussi, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, il faut avoir des enfants, des garçons qui vont aider les gens à bien produire la terre. Si tu n'as pas beaucoup d'enfants, tu ne peux pas faire le champ. Ce n'est pas tous les enfants du monde aujourd'hui qui seront intellectuels. Sur ce point, une seule femme ne peut pas faire. Disons, le bonheur n'est pas chez une seule femme. La polygamie, pour moi, c'est une donnée assez personnelle. Se positionner plus pour ou contre ne peut pas vraiment rendre compte de la réalité. Une personne qui décide de prendre 2 ou plusieurs femmes, c'est un choix personnel. Par contre, on peut entourer ça d'un dispositif légal pour qu'il n'y ait pas de dérapage. L'intérêt, en réalité, c'est que les gens soient heureux. Cependant, il y a des personnes qui font des choix qui sont liés à leur foi. Si vous êtes chrétien, catholique, que vous choisissez par exemple de vous marier dans ce contexte, le contrat est clair et prédéfini. C'est une seule femme. Maintenant, il faut que vous ayez le courage de vos convictions, d'assumer vos choix, de respecter les règles du jeu qui sont établies. Pacta sunt servanda. Les règles sont établies pour être respectées et doivent être respectées. La polygamie, c'est quelque chose que si tu n'as pas étudié la vie, on ne se jette pas dedans comme ça. Nos papas ont fait. Mais à la date d'aujourd'hui, nous ne pourrons pas se lancer dedans bêtement. La femme va commencer par avoir de malaise et commencer par te maudire. Ce qui devait arriver dans le foyer pour que le foyer soit posé n'est jamais stable. La polygamie, je ne suis ni pour ni contre. Puisque la polygamie, bon, sur certains plans c'est une bonne chose et sur certains plans c'est une mauvaise chose. Voilà, c'est clair, hein, les avis divergent sur la question. Certains sont pour, certains sont contre et c'est clair que les femmes, pour la plupart, je dis bien pour la plupart, ne peuvent pas être d'accord avec la polygamie. Mais ça s'impose à certaines personnes. Oui, il y a des polygames oui, il y a des femmes qui se retrouvent dans des foyers polygamiques contre leur gré. J'entre en mariage, vous entrez en mariage et par la force des choses, vous ne pouvez pas concevoir. Monsieur est d'un certain statut social, même s'il n'est pas d'un certain statut social, en Afrique, on s'unit d'abord pour avoir des enfants. Pour procréer. Et donc lui-même va se sentir diminué. À côté de lui-même, la pression sociale, la pression de la famille, qui d'abord va commencer par rechercher qui est à l'origine de l'absence de l'enfant dans le couple. Généralement, quand c'est l'homme, c'est vrai, il y a des stratégies en famille. Il y a des stratégies en famille pour masquer l'infécondité de l'homme, si je peux m'exprimer ainsi, parce qu'on dit en Afrique, un homme n'est jamais infécond. Mais quand c'est la femme qui ne peut pas concevoir, alors là, on trouve une autre femme pour le monsieur. Nécessairement, même si au premier pas, l'homme n'est pas volontaire pour aller essayer ailleurs, avec la pression sociale, la pression familiale. Ils se sont obligés. Il va se retrouver dans un foyer. Et la femme et le monsieur vont se retrouver dans un foyer polygamique. Mais il y a aussi le cas des premières épouses qui sont là, elles ont fait des enfants. Et à un moment donné, monsieur va trouver qu'aujourd'hui, lui, il est grand et que cette femme qui a partagé peut-être sa condition sociale avec lui quand il n'avait rien, aujourd'hui n'est plus représentative, c'est ça souvent les termes, n'est plus représentative, il ira chercher maintenant une plus jeune, une plus représentative, dont il va prendre soin, etc., etc. Il y a un autre cas que je voudrais quand même soumettre à votre appréciation. Il y a le cas de ces femmes premières épouses qui n'arrivent pas à concevoir, et sachant que c'est de leur faute, c'est elles qui vont maintenant trouver la seconde épouse. Je ne sais pas. Dans les pays développés, on cherche plutôt une mère porteuse. Mais chez nous, en Afrique, c'est la femme même qui va chercher
l'épouse qui va porter l'enfant. Je ne sais pas si dans la société béninoise moderne d'aujourd'hui, ça se fait, mais ça se faisait du temps de nos grands-parents. Je ne sais pas si actuellement ça se fait. Peut-être que vous avez des exemples, mais moi, je n'en connais pas. Ça se fait encore. Ça se fait encore parce que moi, je connais un cas. La dame, elle est avec son mari, elle est bien mariée. Hein. Mais pas parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle avait même des enfants. Mais c'est elle qui s'est levée, aller chercher, trouver une femme. Elle a prétendu qu'elle était la sœur du monsieur pour pouvoir faire ramener la dame dans le foyer. Et la dame est devenue sa coépouse. Il faudra savoir c'est quoi le problème de cette femme-là. Pourquoi aujourd'hui, parlant de polygynie, les femmes ont tellement de mal-voix, impossible à voir leur homme prendre une deuxième ou troisième épouse? Ça dépend de l'expérience de chacune d'entre nous. Rares sont peut-être des dames ou des hommes de notre âge dont les parents n'ont pas été polygames. Et de ce fait, ce que chacune de ces femmes a vécu dans le foyer fait qu'on a peut-être de la propension pour la polygamie ou de la répulsion pour la polygamie. Des enfants qui sont habitués à ne gérer que des conflits dans un foyer polygamique vont se dire, si Dieu me fait grâce, je ne voudrais pas être dans un foyer polygamique. Exactement. Maintenant, s'il y en a qui font partie de cette exception où tout a marché de bout en bout dans un foyer polygamique, elles seront heureuses d'entrer dans un foyer polygamique. Ou si pendant que tu étais dans un foyer polygamique, c'est ta maman qui était la préférée, elle avait tout, au détriment de l'autre, tu vas penser que c'est comme ça que ça va se passer avec toi. Donc le tout dépend de l'expérience vécue par chacun en ce qui concerne la polygamie. Tout dépend de ce que vous avez dit au départ. On estime que quand la femme jure fidélité, il faut qu'elle reste fidèle. Et elle n'a pas le droit de tromper son homme. Mais comment cela se fait que l'homme aussi jure fidélité le jour du mariage et après il impose à la femme de vivre ça? Parfois, on s'en va enceinter une femme et on l'amène à la maison, on impose à la femme de vivre ça. Et là, il n'y a pas de problème. Mais le véritable problème, c'est ce que la femme vit après cet acte qui est posé là. Quels peuvent être les impacts réels de la polygynie dans un foyer? Ok. Je sais que la polygynie est une pratique qui date de nos ancêtres africains. Pratique ancestrale. Et cherchant à contextualiser, nos parents, nos aïeuls avaient besoin d'une main-d'œuvre suffisante pour travailler dans leur champ. Donc la richesse d'un être humain, et ça n'a pas changé jusqu'à aujourd'hui, se mesurait à la qualité et à l'effectif de la ressource humaine qui pouvait aller travailler dans les champs. Donc était riche, une famille remplie de maisons, d'enfants bien élevés dans l'optique de la tradition, etc., etc. Et le choc avec la colonisation, nos parents sont allés à l'école catéchiste, on leur apprend, on les évangélise et on met dans leur tête que désormais un homme doit avoir une femme. Est-ce qu'il y a eu vraiment l'adhésion de nos parents à la monogamie? Donc la plupart de nos parents devenus chrétiens ont amené leur première épouse à l'église, tout est beau. L'engagement qu'on a pris le matin en matière de mariage là n'est pas évident le soir. L'expérience de la vie des couples, vous prenez des engagements, peut-être avec toute votre bonne volonté. Mais en cours de chemin, il y a des obstacles et il y en a qui n'arrivent pas souvent à surmonter ces obstacles-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un travail insuffisant de maturation parce qu'il s'agit de pouvoir contenir mes sentiments, mes émotions, peut-être mes émotions sexuelles pour me contenter d'une femme qui peut-être n'est plus jolie,
comme au petit matin de notre rencontre, qui peut-être n'est plus fraîche. Donc, chemin faisant, les hommes se disent, elle n'est plus fraîche, il m'en faut une plus fraîche, elle ne fait plus le... Bref, avec le choc de la civilisation, nous a conduit à adopter d'autres comportements qui ne sont pas venus mettre terme au premier comportement, qui se sont juste apposés au premier comportement. Revenons alors au premier comportement. Est-ce que la polygynie n'avait pas vraiment créé des problèmes, des clivages sociaux? Je pense qu'il y avait des rivalités. Je pense qu'il y avait des rivalités. De sorte que les rivalités entre frères ne datent pas d'aujourd'hui. Même s'il y avait des conséquences positives, comme quoi on avait une grande famille, de la main-d'œuvre, etc. La production était abondante. Mais la fraternité n'était pas toujours sincère entre les demi-frères. La fraternité n'était pas toujours sincère entre les coépouses. Entre les coépouses. Donc, celui qui peut-être en tirait vraiment profit, c'est peut-être le mari. Mais est-ce qu'il en tirait réellement profit? Parce que tant qu'il y a des rivalités à l'intérieur, tant qu'il y a des disputes à n'en point finir, tant que les enfants peuvent se crier dessus tout le temps, et tant qu'il y a aussi ce côté où les femmes, dans la jalousie, peuvent commencer à s'entretuer ou à tuer des enfants. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut avoir le moyen de sa politique, Ghislaine. Non, même les moyens n'arrangent pas tout pour au fait. Les moyens n'arrangent pas tout. Les premiers perdants de cette polygamie déguisée qui est répandue aujourd'hui au Bénin et dans la plupart des pays africains, c'est les enfants. Les enfants ne se connaissent presque pas. Il y a des enfants cachés qui ne connaissent que leur père et leur mère et qui ne connaissent pas leurs demi-frères. Il n'y a pas la sociabilité. Alors que la famille est le cadre privilégié où vous partagez des valeurs de solidarité, etc. Mais chaque maman est dans son coin avec son enfant. La plupart du temps, des mamans inconnues, des enfants inconnus. Je pense par contre que si les femmes prenaient vraiment conscience du fait que c'est elles-mêmes d'abord qui se font mal, parce que quand tu viens dans la famille de l'autre, dans le foyer de l'autre, en tant que femme, et que tu mets tout en œuvre pour que l'homme oublie... En tant que deuxième épouse, c'est ça? En tant que deuxième épouse, oui. Pour que l'homme oublie ses enfants et sa femme et se joigne uniquement à toi, ça va créer ces scissions. Mais si l'homme, en amenant sa deuxième femme, mettait en place une règle ou, je ne sais pas, un climat de sorte que la femme, la première femme qui est là, se sente en confiance et se dise que même s'il y a une deuxième femme qui vient, mes enfants seront protégés, on aura une famille bien alignée et que l'homme qui amène la deuxième femme dit à sa deuxième femme, il faut que tu respectes la première femme, je ne veux pas que les enfants soient à part, il faut qu'il y ait vraiment... Madame Sama, dans un cas pareil, c'est possible? Non, attendez. Dans ce cas, le mariage va devenir un champ social de développement de stratégie. Mais une stratégie qui permettra non, de mettre la paix. Parce qu'on dit souvent en développement, nous sommes dans un projet, nous avons l'objectif, mais chacun a ses intérêts. La femme, la première qui était là, si le contrat de base n'était pas que, au fil du temps, il y aura quelqu'un avec toi, le jour où tu amènes quelqu'un, elle ne va pas accepter. Un foyer n'est pas un cadre social où il y a quelqu'un qui dicte les règles et les... C'est une relation négociée. Et il doit avoir un jardin pour quand il a fini d'élaborer les règles, il a pris son sac, il est allé au boulot. Il a laissé une femme ici, une autre femme là-bas. Il ne sait pas ce qui se passe là-bas. Il a beau revenir le soir, il a beau partager ses jours, 3 premiers jours là-bas, il va vivre pendant ces 3 jours-là, dans le respect de ses règles. Quand il est parti, qu'est-ce qui se fait? Il n'en sait rien. Donc, pour dire, même s'il établit des règles, ça doit être des règles négociées. Et si c'est des règles négociées, quelque part, il y aura un conflit d'intérêts entre les besoins de la première, les besoins de la deuxième, lui-même ses propres besoins et les besoins des enfants. Si les époux qui ont aujourd'hui plusieurs foyers
étaient eux-mêmes fiers de leur acte. Ils n'allaient pas cacher les foyers à leurs épouses. C'est parce que de mon humble avis, ils se reprochent quelque chose qu'ils cachent toute une existence durant l'existence de plusieurs personnes à leur famille. Et quand je parle de famille, la première famille, les premiers enfants. À quel moment donc les liens de famille vont se tisser entre les enfants qui sont restés cachés toute leur vie et les enfants qui sont connus toute leur vie. Mais ça, c'est pour ceux qui cachent les foyers, les seconds foyers. C'est pour ceux qui cachent les foyers. Et c'est ça qui est majoritaire aujourd'hui. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est majoritaire. Pour les foyers cachés, le problème est vraiment très pernicieux. Oui. Mais il ne manque pas non plus le problème quand les foyers sont ensemble. Même quand les foyers sont ensemble, il y a des conséquences. Les rivalités, j'en avais parlé. Oui. L'homme est au centre des enjeux. Nous sommes en Afrique. Hein? Oui. Il y a la spiritualité. Il y a la spiritualité. Chacun est dans ses manigances pour avoir la préférence de l'homme. Oui. Et finalement, c'est lui qui est au centre et qui spirituellement est manipulé, qui ne pourra même plus faire face à ses responsabilités. Moi, dans mes occasions de sensibilisation, j'ai l'habitude de dire « le polygame n'a pas de femme ». Je le dis et je le répète ici et je l'assume. J'ai comme l'impression que le polygame, il est le centre d'intérêt de catégories de personnes, notamment les épouses. C'est comme un célibataire vagabond. Et maintenant, chacun fait le maximum pour lui prendre le maximum, pour s'occuper de ses enfants. Tant qu'on peut lui prendre le maximum pour s'occuper de ses enfants, on lui prend le maximum, on s'occupe de ses enfants. Je vous en prie, allez voir les polygames au soir de leur vie. Au soir de leur vie, j'ai comme l'impression que ce n'est même pas une impression. Comme chaque maman s'était occupée de ses enfants, comme le cadre avait été un cadre de rivalité où chaque enfant prend parti. Il y a des exceptions, je n'en parle pas. Chaque enfant prend parti pour sa maman. Dans les vieux jours, chaque enfant s'occupe de sa maman et il est là. Il est là. Le pauvre. Donc, moi, je ne dis pas, je n'interdis à personne d'être polygame. Parce que le conseil n'éduque pas, il paraît. C'est l'expérience qui éduque. On constate par contre que dans les pays du Sahel, le Mali, le Niger, le Sénégal, la Guinée et les autres pays, la femme grandit en sachant au fond d'elle que son homme a le droit de prendre 2, 3, 4 femmes. Oui. Mais ça ne leur pose pas autant de problèmes. Non. Vous allez voir les femmes, même si entre sœurs, hein, il y a des disputes, ça viendra. Mais ça se passe généralement mieux que chez nous, par exemple au Bénin, où automatiquement, socio-culturel est différent. C'est pas évident. Même là, c'est pas évident. Non, même là, c'est pas évident. Ce que je voudrais dire, les pays dont vous parlez sont des pays sahéliens, des pays musulmans, où la polygamie est légalisée, légitimée déjà par le Coran. Donc, des pays majoritairement musulmans où on se dit, tant que mon monsieur peut bien s'occuper de moi et s'occuper de celle qui vient, je me fiche du reste. J'ai parlé de notre contexte à nous, où traditionnellement, la polygamie est légitimée, légalisée. Légitimée, non légalisée? Non, 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 dans la tradition. Okay. Dans la tradition. Le choc avec l'Occident, on nous dit, bon, est-ce que vous allez adhérer à la religion catholique? On y adhère. Vous adhérez avec toutes les exigences? Oui. C'est des règles, hein? Je suppose que c'est des règles établies par le Tout-Puissant. Qui sont dit que c'est Dieu, la Bible, Dieu, tout ça. Mais si les hommes, dont Saint-Tige parlait tout à l'heure, peuvent contourner les règles établies par la Bible, ce ne sont pas les règles établies par les humains qui ne vont pas contourner. Oui. Et là aussi, j'interpelle FIFA pour dire les contextes sont différents. Les contextes sont vraiment différents. Pays musulmans, où c'est même, je pense que leurs tests modernes ont accepté. Oui. Là. Et ici, nous sommes dans un pays, des pays majoritairement chrétiens, où les tests nous disent non, mais le comportement, la culture a déjà façonné l'esprit des hommes
à adhérer à la polygamie. Vu notre réalité d'aujourd'hui, avec le nombre de femmes célibataires qui courent, le nombre de mères célibataires qui courent, les hommes, ils ont leur femme, leur première femme, on le dit, mais ils ont 2, 3, 4 maîtresses. Comment est-ce que ces femmes-là vont faire? Qui sera, elle-là, leur mari? D'accord. Moi, j'enlève du débat les mères célibataires. Les mères célibataires ont eu l'occasion de se mettre en couple, d'accord? De gérer le foyer et peut-être de quitter leur foyer parce que peut-être monsieur lorgnait dehors. Oui. Et elles se mettent dehors maintenant. Elles se mettent à lorgner. Donc, ce qu'elles n'ont pas aimé dans leur foyer, elles ne devraient pas aller créer ça Ce que tu n'aimes pas, qu'on te fasse, ne le fais pas à autrui. OK. Maintenant, il reste le pourcentage. Il ne paraît pas. Les femmes sont plus nombreuses au Bénin que les hommes. C'est un fait. La question va se poser sur deux plans. Il y a des hommes ou il y a des femmes qui veulent bien entrer dans un foyer polygamique. Oui. Mais en tant que deuxième femme, pas toujours en tant que première. Oui. Les premières ne veulent pas voir une deuxième. Oui. Mais celles qui sont dehors veulent rentrer. De toute façon, ça dépend du pain dont il s'agit. Ça dépend de la conscience de chacun. Alors, au vu de tous ces impacts, quel est le conseil que vous donnez en guise de résumé de tout ce qui a été dit, pour qu'on passe à un autre volet de l'émission? OK. Ce que je voudrais dire, il y en a qui vont à la polygynie accidentellement. Il y en a qui vont chercher problème. Ça veut dire qu'il n'a pas de problème a priori à la maison. Tout marche bien. Il veut prendre une deuxième épouse parce qu'aujourd'hui, il y a de l'argent. Et il ne sait pas comment c'est ce que certains disent. Il y a l'argent, je ne sais pas comment dépenser. Il cherche à dépenser. Mais que chacun fasse face à ses responsabilités. Les enfants dehors, qui ne vous voient pas, que vous n'éduquez pas, parce que à être ici et à être là-bas, finalement, on n'est nulle part. Est-ce que vous y pensez? Est-ce que dans cette affaire, c'est mes intérêts personnels que je vois en tant que chef de famille ou c'est l'intérêt de la famille que je vois? Voilà, donc que chacun engage sa voix en toute responsabilité et fasse face à ses responsabilités en toute responsabilité parce qu'il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui qui n'ont pas la chaleur du père parce que le père est partagé entre plusieurs foyers. Et voilà qui nous fait entrer dans l'autre volet de notre émission. Femmes en vogue. Femme, vous avez prévu qui pour nous aujourd'hui? Peut-être que c'est une seconde épouse, on ne sait jamais. Je ne sais pas, je ne maîtrise pas entièrement sa vie privée, mais je sais que du côté professionnel, elle est très douée. C'est une Sénégalaise, puisque l'actualité est en vogue. Voilà, c'est sûr si je peux me permettre cette répétition-là. C'est le Sénégal. Alors, pour que les Français ne soient pas jaloux, c'est une franco-sénégalaise. Elle a 2 nationalités. C'est une réalisatrice et actrice réputée. Et grâce à son talent, elle a reçu plusieurs prix et distinctions. Le nom de cette perle, c'est Mati Diop. L'Ours d'or du meilleur film est décerné à Dahomey, un film de Mati Diop, produit par... Mati Diop est une réalisatrice et actrice franco-sénégalaise. Elle est née le 22 juin 1982. Son père, le Sénégalais Wassi Diop, est musicien et sa mère, Christine Brossard, française, est photographe et collectionneuse d'objets d'art. Entre 2000 et 2005, Mati Diop explore différents horizons dont la musique et la photographie. Elle réalise plusieurs créations sonores et vidéos pour des pièces de théâtre. En 2004, elle produit et réalise un premier court-métrage dénommé Last Night à Paris.
Après une brève expérience d'assistante auprès du réalisateur Sharunas Barta, Mati Diop intègre le laboratoire de recherche artistique du Palais de Tokyo en 2006, puis le Studio national des arts contemporains, le Fresnoy en 2007, qu'elle quitte prématurément en 2008 pour jouer le premier rôle principal au cinéma dans le film de Claire Denis, 35 Rome. En 2018, Mati Diop décide de réaliser et de produire un premier film à Dakar intitulé 1000 soleils. Elle reçoit en 2009 le prix MK2 Jeune talent de la meilleure actrice. Cette expérience la conforte dans le désir de devenir réalisatrice. Lors d'un premier voyage de repérage, elle réalise une séquence documentaire qui devient le court-métrage Atlantique. En 2012, elle réalise 1000 soleils à Dakar et en 2015, Liberian Boy, co-réalisé avec Manon Lutani. Ces courts-métrages ont été présentés lors de différents festivals internationaux. En 2018, Mati Diop réalise son premier long-métrage à Dakar, un film de fantôme consacré à la jeunesse migrante disparue en mer. Elle apparaît en 2019 dans le classement Vanity Fair des 50 Français les plus influents dans le monde, où elle occupe la 2e place dans la catégorie cinéma. En 2020, la jeune femme tourne In My Room en plein confinement dans le cadre de la collection Woman Tales. Il est présenté la même année à la Mostra de Venise. En 2021, Mati Diop participe au jury de la compétition officielle du Festival de Cannes, présidée par Spike Lee. En 2024, la réalisatrice au parcours impressionnant remporte l'Ours d'Or à la Berlinale avec son documentaire Dahomey, consacré à la question de la restitution par la France d'œuvres d'art volées au Dahomey. C'est la femme en vogue du jour. Il faut que la génération de demain, la génération féminine, puisse voir des modèles et avoir envie de faire comme ces modèles-là, au lieu d'être cantonnés à la maison, comme ce fut le cas de nos mamans. Non pas que j'ai du mépris pour les ménagères, j'ai beaucoup de respect pour les ménagères. Elles sont cuisinières, pharmaciennes, médecins. C'est-à-dire qu'à la maison, elles font un travail énorme. Mais qui malheureusement n'est pas reconnu par les canaux modernes. Par les canaux modernes. Dans la société moderne, une femme qui est à la maison, elle-même, quand on lui dit « tu fais quoi ?», elle dit « je ne fais rien ». Voyez tout ce qu'elle fait. Et donc, nous devons travailler à envoyer nos enfants à l'école, à les orienter vers des secteurs où elles seront vraiment mises en valeur. Et surtout les éduquer à être des femmes exemplaires qui tirent les autres femmes. Tâche d'encre à présent, mesdames, messieurs. Est-ce que vous voyez ce joli bouquin que j'ai dans la main? La couleur rouge, hein, qui vient casser avec toutes vos couleurs ici. Alors, je vous invite à me suivre religieusement. Pour une première fois, je vais vous faire l'honneur de faire de la lecture. On est tout cuit. Je vous présente juste un petit passage et on parlera du livre. J'ai eu le privilège d'être né et élevé dans la maison de mon père, au même titre et dans les mêmes conditions que mes 6 frères et sœurs. Oui, j'ai été, à n'en point douter, avantagée. Plusieurs enfants de cadres béninois venus au monde dans des conditions identiques aux miennes ont été abandonnés à leur mère. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Ce ne fut pas mon cas. Si j'avais connu ce sort, j'aurais eu une vie plus compliquée en matière d'éducation, de formation. J'en suis reconnaissante à mon père. Il a été exceptionnel, exemplaire à mon égard. Papa eut un autre enfant avec une femme peule. Mon frère s'appelait Arnaud, paix à son âme. Contrairement à moi,
Feu Arnaud fut élevé presque exclusivement par sa mère. Je fis sa connaissance quand je passais en classe de première. Il était venu en vacances. Je le prenais pour un étranger, un fils à un ami à mon père. Non, c'était mon frère. Tout le monde le savait dans notre entourage, sauf nous. Pour être plus précise, moi. Notre étranger venait de passer quelques jours à la maison. Je sympathisais rapidement avec lui. Je pratiquais le basketball les mercredis et samedis après-midi. Il décida de m'y accompagner. Non loin du stade, un proche de la famille me salua et me dit en langue: « Tu vas au stade avec ton frère ?» Je répondis naïvement: « Ce n'est pas mon frère. Il est en vacances chez nous. C'est un étranger. » Mon frère ne comprenait pas le Wama. Sinon, il m'aurait reprise. Ainsi vont les choses en Afrique. Les premières concernées par ce type d'histoire sont toujours les dernières à être au courant des mauvais tours que leur joue leur partenaire. Cela vient de ce que j'appelle l'hypocrisie sociale africaine. Ce petit extrait est sorti de ce bouquet, Sur les chemins de mon père, et il est de notre invité fil rouge, Sabine Tchokomi Tunga Kwagu Sama. Une histoire vraie, une histoire personnelle. Oui. Sur les chemins de mon père, c'est un ouvrage que je fais en hommage à mon père, parce que j'estime que dans une société béninoise moderne, tel qu'il s'est comporté, il s'est comporté de manière responsable et exemplaire. C'est-à-dire qu'à un moment de sa vie, papa a eu ma maman, il avait déjà son foyer, je suis née, ça n'a pas marché, maman est partie, mais papa m'a gardée sous le toit. C'est pas évident. Et donc, mon éducation, il s'en est occupé. Bref, une relation fusionnelle avec mon père, mais dans ce bouquin, qui est plus une œuvre biographique, je parle quand même des réalités sociologiques africaines, l'hypocrisie sociale. Mais dans tout ça, à travers le passage que je viens de présenter, il y a quand même eu un frère qui a été d'une certaine façon frustré. Oui, il y a eu un frère par rapport auquel, et je le dis dans le document, papa n'a pas assumé ses responsabilités. C'est aussi ça, les dégâts de la polygamie. Comme quoi, il y a toujours un quoi quelque part. Il y a quelque part quelqu'un qui est lésé. Ou c'est des fois les enfants qui sont à la maison qui sont lésés, ou c'est ceux qui sont dehors qui sont lésés, ou c'est le mari même, l'auteur de la polygamie qui est lésé. C'est un petit chat pour nous, une recette ou une astuce pour faire passer, je dirais, les douleurs de la polygamie. Moi, je n'ai pas d'astuce pour faire partir les douleurs de la polygamie s'il y en a. Bon, s'il y en a vraiment. Mais dans recettes et astuces ce soir, je vais vous apprendre, on est toutes des femmes ici, à faire différents styles de modèles avec nos locks. Regardons et on revient juste après. Pour des occasions, vous pouvez faire des modèles pour ne pas garder la même forme. Voilà, donc on va essayer de faire un très joli modèle pour notre cliente.
Voici un exemplaire aussi de modèle que vous pouvez faire pour votre micro-twist. Et voilà, chères téléspectatrices, si vous avez des micro-twists, voilà les différents modèles que vous pouvez faire avec votre tresse. On se retrouve très prochainement avec Madame Priscilla pour d'autres astuces de femmes. Bye bye. Ok, eh ben, c'est Madame Sama qui a fait des locks. Des locks. Oui. Mais là, on voit que c'est des twists. C'est un peu différent, les locks et les twists. D'accord. C'est toujours des cheveux naturels. Voilà, bon, malheureusement, on ne verra pas. Hein, les cheveux sont bien couverts. En tant que bonne musulmane, vous êtes musulmane? Non, je suis chrétienne. Je suis Sabine. Ah oui, c'est vrai, c'est Sabine. J'étais étonnée avec l'accoutrement et le foulard. Bon, ça nous a un peu, bluffé. J'ai voulu faire sociologue. Oui, même les chrétiennes savent se couvrir correctement. J'ai voulu refléter la tradition africaine. Je suis sociologue. J'ai adopté aussi les locks pour être en harmonie avec ce que j'enseigne. Coquine taquine. Alors, Madame Sama. Oui. Je pouvais dire ça. Madame Sama, c'est épouse oui, Sama. c'est ça. Qu'est-ce qu'on a? On ne sait pas encore de vous. Quel est votre jardin noir? Jardin secret. Jardin secret? Sur quel plan? Ben, sur le plan social. Personnel. Sur le plan personnel, il paraît que je suis très rigoureuse. Mais ça se sent, je ne vous l'avais pas dit, très rigoureuse. Ça se sent dans votre aspect. Je suis rigoureuse. Même avec monsieur? Oui, la rigueur n'a pas de limite. Et ça crée parfois des problèmes. Je suis rigoureuse, disciplinée, à la limite perfectionniste, travailleuse. Mais mon côté rigueur, discipline, perfectionniste n'est pas toujours accepté de tous. Et je pense que ceux qui en souffrent le plus, ce sont d'abord mes enfants, monsieur aussi et mes étudiants. Alors, en tant que femme disciplinée, qu'est-ce que vous ne pouvez pas pardonner à votre époux? Les petits mensonges. Les petits mensonges. Ça, je ne supporte pas. Les petits mensonges. La vérité est là, on peut la dire, mais les mensonges, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas pardonnable. Quand on grandit en maturité, dans la vie sociale, dans la vie conjugale, dans la vie spirituelle, à mon avis, tout est pardonnable. Alors, et c'est parce que vous pardonnez que vous grandissez, vous vous épanouissez, et vous êtes enfin libre. Alors, s'il venait vous dire un jour, bon, Sabine, pour qu'on parle sérieusement, je ne vais pas te le cacher, on ne s'est pas entendu sur ça, mais la vie m'a surpris et j'ai un second foyer. Il va assumer son foyer. Moi, ça ne me détruira pas. Ça me fera mal, parce qu'on ne s'est pas entendu sur ça. Mais ce n'est pas parce qu'un homme est allé créer son foyer quelque part que moi, je quitte la terre, que je m'efface de la terre. Il faut développer une certaine résilience qui te grandit, qui sait que l'autre m'est complémentaire, mais ces dérapages ne m'éliminent pas. Il faut continuer par avoir la tête sur les épaules quand l'autre a fauté. Celui qui a fauté va porter le poids de sa faute, va assumer sa faute. Quand Madame Sama n'est pas rigoureuse et qu'elle est douce, qu'est-ce qu'elle fait? Son côté doux. Je danse. Ah oui! Je m'amuse beaucoup. Je me fais du plaisir. Je fais du sport. On a lu dans le livre que vous êtes basketteuse. J'étais basketteuse. Aujourd'hui, je marche, je vais à la piscine. Je m'occupe de ma maison. Très bien. Je m'occupe de ma maison.
autant que je peux. Je m'occupe de mes enfants, je m'occupe de mon époux, je m'occupe de mes parents, je m'occupe de moi-même. Si, quand monsieur a envie de vous enjailler, comme le diront les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il doit faire? C'est un enjailleur permanent. Monsieur Sama, je lui tire chapeau. Pas possible de vous ennuyer en sa présence. Ah oui. J'adore. Faut pas perdre son âme d'enfant, quoi. Vraiment, c'est un éternel enfant. Mais quand il veut me faire plaisir, il m'amène au restaurant. Vous aimez bien manger? Les Yougos, là, vous entendez? On mange. Quand j'ai envie de lui faire plaisir, je l'amène au restaurant. Ah ouais. On se fait plaisir. On se fait plaisir réciproquement. On s'échange les cadeaux. Moi, je ne suis pas le genre de femme à croiser les bras pour me morfondre le jour de la Saint-Valentin. Il ne m'a rien donné, il ne m'a rien donné. Moi, j'achète, je donne. Voilà. Je l'oblige à me donner. C'est bon pour elle. Et c'est avec ce banc que nous allons terminer, non pas sans donner la parole à Madame Sama pour la conclusion. Madame Sama, à vous le dernier bout. Oui. En 1 minute maximum. En 1 minute, je voudrais vous dire merci. Parce que chaque occasion de parole que vous donnez à une femme est un grand moment. Merci. La tradition nous a appris qu'en principe, la femme ne prend pas la parole en public. La parole de la femme est libérée, mais ça doit être une parole qui porte fruit. Une parole bien mesurée, qui porte fruit. Parole à travers laquelle les générations futures vont tirer des leçons à apprendre. Merci. Et à appliquer. Merci à vous, Madame Sama, d'avoir accepté de partager ces quelques instants avec nous. Je dirais tout simplement, il faut juste avoir les moyens de votre politique. Sur ce, Mesdames, Messieurs, je vous dis grand merci. Tout le monde ici dit merci par ma voix de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de réalisation qui s'échine et qui transpire dur pour que vous puissiez toujours nous suivre. Et cette équipe est toujours dirigée par Christelle Sabouran. Christelle, merci et merci à toute ton équipe. Merci à vous, fidèles amis de Boulevard des Femmes, et à très bientôt. Bye bye.